Salut Jérôme. Salut Jean-Philippe. Tu sais quoi, aujourd'hui on va parler Open Data. Mais Open Data, c'était pas le nom que tu voulais donner à ton émission, Data, parlez-moi de Data ou un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça. Mais en fait, après on a parlé IA, mais en fait tu vas voir, c'est pareil en fait. Parce que sans data, pas de chocolat, pas d'IA. Tu vois? C'est la base, la data. Et l'Open Data, c'est encore plus la base, et c'est encore plus un enjeu crucial pour... À qui le dis-tu? Rayon libre? Et oui, et tout à fait. Rayon libre, cause commune, pardon. Oui, cause commune notamment. Bon, ben tu es prêt? Eh, mais moi je suis prêt, incroyable. Elisa est connectée? Elisa est connectée, elle est impatiente. Ben lançons-nous. Merci pour ta réalisation. Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sous leurs aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cette semaine, nous allons nous demander quels sont les enjeux de pouvoir et de contre-pouvoir autour de l'open data avec l'auteur d'un ouvrage de référence sur le sujet qui vient juste de sortir, qui s'appelle « Les données de la démocratie ». Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles. Merci à notre directeur d'antenne, Olivier Gréco, de nous permettre cet espace de liberté et d'échange. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web causecommune.fm ou dans son app Android et iPhone, bien sûr en FM 93.1 et en DAB+, et sur votre plateforme de podcast préférée. Un petit like, un petit pouce, un petit truc, c'est sympa pour nous, ça nous fait plaisir. En plus, ça manipule un peu les algorithmes et c'est cool de manipuler les algorithmes. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Open Data, Kesako. Open Data ou données ouvertes, c'est l'idée de publier, de rendre accessible au plus grand nombre, sans restriction, des données sur un sujet. Mais pourquoi faire ? Article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 disait déjà, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Donc, le premier objectif de l'open data, c'est la transparence des organisations et notamment de l'administration. C'était déjà inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Autre objectif clé, l'open data, c'est la participation ou la collaboration autour des données. Forcément, si elles sont ouvertes, ces données, on est plus nombreux à pouvoir les utiliser, à travailler ensemble. Bon, sur le papier, tout cela, c'est très bien, c'est très sympa, c'est très joli, mais comment ça s'est vraiment mis en place en France et puis comment ça se fait qu'en 2023, notre pays soit classé premier pays européen dans le classement de l'Open Data Maturity Report et deuxième pays au monde dans le Our Data Index de l'OCDE. Bon, tout cela ne s'est pas fait en un jour. Cela reste d'ailleurs encore fragile et pose de nombreuses questions vis-à-vis de notre administration, de notre économie, de notre démocratie. Toutes ces questions, notre invité du jour les connaît très bien, puisqu'il les suit en fait depuis 2008. Il était encore étudiant, puis doctorant. Il est désormais enseignant à Sciences Po Aix-en-Provence, activiste de la donnée et consultant dans ce domaine. Bonjour Samuel Gouetta. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Jérôme. Merci d'être avec nous alors à distance, sous le soleil d'Aix-en-Provence. Ouais, très heureux d'être là et très heureux d'échanger avec un pionnier de l'open data. Oui, alors on va voir tout ça, parce que je pense que tu en sais quand même beaucoup plus que moi. Alors Samuel, parlez-moi data, parlez-moi d'IA. Donc la France, premier pays européen, deuxième pays dans le monde, ça y est, c'est bon, on est les champions, circuler, c'est plié, on est les meilleurs, les plus transparents, les plus innovants, il n'y a plus rien à faire ? Non, alors c'est un peu tout le problème des classements, et au sein de l'association Open Knowledge France, pendant un moment, on avait travaillé sur l'Open Data Index, qui est un de ces classements qui place la France en tête des pays les plus avancés en matière d'open data. Le problème de ces classements, c'est cet effet de circuler, il n'y a rien à voir, qu'il peut avoir sur l'administration, en se disant, on est en tête des classements, c'est bon, on l'a fait. On est au max. Ouais, et en fait, moi, ce que je constate, ce qui est un peu une trame dans le livre, c'est qu'il y a un peu un open data à deux vitesses, entre l'open data qui va favoriser l'innovation, qui est portée politiquement, et un open data avec des données qui grattent un peu plus, qui vont être un peu plus sensibles, et pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué et où on touche à des faiblesses de la transparence administrative en France. Ouais. Mais du coup, alors, pour tout le monde, Jérôme aussi se posait la question hors antenne, si on se prend sa casquette de consommateur, si on se prend sa casquette d'acteur économique, si on se prend sa casquette de citoyen, qu'est-ce que vous pourriez dire pour dire en quoi c'est important de s'intéresser à l'open data en 2024 ?
Bah, c'est important pour plusieurs raisons. C'est déjà parce que dans notre quotidien, l'open data, il est présent. C'est dans l'introduction du livre. À une époque, quand on s'est rencontrés d'ailleurs, Jean-Philippe, quand je parlais d'open data, c'était un peu un sujet de prospective avec des trucs un peu bricolés, quelques petites données qui étaient publiées par-ci par-là. Maintenant, quand je parle d'open data, je peux vous donner plein d'exemples. Je peux vous parler de l'application Yuka qui s'est longtemps appuyée sur Open Food Fact, ou plus largement ce que fait Open Food Fact, son application, son rôle dans l'élaboration du Nutri-Score, son rôle dans l'enquête Nutrinet Santé, son rôle sur les aliments ultra transformés. Je pourrais vous parler. C'est quoi d'ailleurs, rentrons dans le détail, Open Food Fact, c'est quoi exactement? Alors Open Food Fact, c'est un peu le Wikipédia de l'alimentation. C'est une base de données ouverte et collaborative sur tous les produits alimentaires. Le point de départ, c'est que quand vous regardez un produit alimentaire, vous avez des données dessus. Ouais. Vous avez une liste d'ingrédients, vous avez un tableau de données nutritionnelles. Et toutes ces données-là, elles n'existaient pas en base de données et encore moins en base de données ouverte. Et ce qu'a fait un Français, Stéphane Gigandet, c'était en s'inspirant de communs de données comme OpenStreetMap pour la cartographie ou Wikidata, qui est le versant de données de Wikipédia, c'était de créer un commun dans lequel on va pouvoir reverser ces données-là et à partir des données donc, qui sont présentes sur les emballages de nos produits alimentaires, de calculer des indicateurs de transformation, des indicateurs de qualité nutritionnelle, pouvoir faire des comparaisons entre les produits. Puis maintenant, ça sert à faire des applications. Il y a l'application Open Food Fact qui est excellente. Ça sert aussi à faire des études, de la recherche. Ça a plein d'usages en fait. Donc ça c'est un exemple parce que ça a fait aussi émerger Yuka qui est peut-être un peu plus connu qu'Open Food Fact. Oui, qu'on retrouve, ça parle à peu près à tout le monde. En application. Donc Yuka, il faut le savoir, la base qui sert de données qui sert à Yuka, elle est en open data et c'est Open Food Fact. Alors peut-être moins maintenant, mais en tout cas au tout début, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, alors, bon, on va se dire que tout de suite que c'est un sujet important pour nous. Et donc, du coup, on va se donner le temps, en fait. Donc, chers auditeurs, vous êtes là sur le premier épisode, parce qu'en fait, on va en faire 2 sur l'open data avec Samuel Guetta, et sur ce livre qui est vraiment très, très important pour bien comprendre ce que c'est que l'open data. Et donc, sur ce premier épisode, on va parler un peu histoire, pas trop, parce que après, sinon on va faire un peu trop ancien combattant. On va parler aussi soucis, un peu bilan critique de l'open data. Et on vous proposera dans un deuxième épisode plutôt ce qui marche le mieux et puis quelles sont les grandes perspectives. Alors si justement on devait s'arrêter sur 2-3 grands éléments historiques de l'open data qu'on devrait retenir et qui serait important de faire retenir à nos grands-mères ou à des étudiants, ça serait quoi, Samuel ? Ça, vous l'avez évoqué en introduction. Déjà, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 15, la société a le droit de demander compte à tout agent de son administration. On a souvent tendance à présenter l'open data comme un produit d'importation. Moi, je pense que pas du tout. C'est inscrit dans les racines de la République et dans ses principes fondateurs. Ça a donné lieu à une loi qui est la loi CADA, comme la Commission d'accès aux documents administratifs en 1978. Ça ne nous rajeunit pas non plus, oui. Ça nous rajeunit pas. Oui. Mais c'est un droit qui a plus de 40 ans, qui est mal connu, peu appliqué. Et moi, je travaille aussi d'un point de vue associatif avec Open Knowledge France sur un projet qui s'appelle madada.fr, dont on aura peut-être l'occasion de parler, qui vise à démocratiser le droit d'accès. Donc, c'est vraiment la possibilité de demander à toute administration les documents qu'elle produit dans le cadre de ses missions de service public. Alors, et précisons-le dès le départ, ça exclut l'accès à des données personnelles, à des données de santé. Ça a aussi un certain nombre de secrets protégés. Alors, il y a le secret des affaires, il y a le secret des délibérations du gouvernement, il y a les secrets défense. Voilà, on peut pas avoir accès à tout, mais ça nous donne quand même plein de possibilités. Et ça, c'est le socle des politiques d'open data. C'est-à-dire que déjà, avant d'avoir des politiques d'open data, on avait la possibilité de demander des données. Oui. Et si on devait trouver une deuxième date, je dirais la deuxième date, c'est en 2007. C'est là où vraiment le terme open data a émergé. Oui. Donc c'était dans une rencontre, alors je vais le présenter rapidement, une rencontre qu'on appelle de Sébastopol, alors pas en Crimée, en Californie, Oui. chez l'éditeur Tim O'Reilly, qu'on connaît assez bien, notamment pour avoir créé le terme Web 2.0. Ils avaient organisé cette rencontre dans laquelle il y avait quelques figures du libre, notamment le fondateur
de Creative Commons. Et ces personnes-là ont défini ensemble les grands principes de l'Open Government Data, qui est devenu l'Open Data, Ouais. donc c'est-à-dire l'ouverture des données telles qu'on l'entend. Donc ils ont défini un certain nombre de principes, et l'objectif c'était que ces principes soient adoptés par le futur président, qui est Barack Obama. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le premier jour à la Maison-Blanche de Barack Obama, il a signé 3 mémorandums sur l'Open Government, dont un qui a acté de la création de Data.gov, qui est le premier portail Open Data national. Alors, ouais. vous parliez des grands principes, du coup, qui étaient dans cette conférence de Sébastopol. Si on doit en citer 2 ou 3, des grands principes de l'Open Data. Je vais les résumer. Ouais. Le premier principe, c'est celui d'une ouverture complète des données. C'est-à-dire d'ouvrir les données, pas que ce soit l'exception, que ça devienne la règle. C'est ce qui s'est passé en France avec la loi pour une république numérique, la loi Le Maire, du nom de la secrétaire d'État Axel Le Maire, qui a été adoptée en 2016, qui fixe un principe d'ouverture des données par défaut, par principe, pour toutes les collectivités de plus de 3500 habitants et les administrations de 50 agents. Donc en gros, pour les collectivités, ça concerne environ 4000 collectivités en France à l'heure actuelle. On y reviendra dans le bilan de critique. Il y a des grosses factures territoriales qui restent en France. Mais en attendant, voilà, on a un principe d'open data par défaut. Donc ça, c'est le premier principe qui a été traduit dans la loi. La loi aussi pour une république numérique, elle acte d'un autre principe qui est aussi dans cette rencontre de Sébastopol, c'est l'ouverture des formats. C'est-à-dire d'avoir accès à des formats ouverts, donc pas... format Excel, plutôt le format CSV, on va pas entrer trop dans le détail de ça, mais en fait pendant longtemps on a eu accès aux données via des fichiers PDF dont on ne pouvait pas extraire les données, dont on ne pouvait pas créer, visualiser, on ne pouvait pas refaire les calculs, proposer de nouvelles interprétations. Des données tabulaires et bien connues en termes de format, bien ouvertes en termes de format. Donc des formats lisibles par les machines, des formats et des formats ouverts. Ouais. Et le troisième point de cette ouverture, alors je vais en aborder un quatrième quand même qui me paraît essentiel. Le troisième point, c'est celui d'avoir une licence ouverte. Ah ça, on va en reparler des licences, d'accord. On va en reparler des licences, c'est important, mais donc en gros, qui facilite la réutilisation, qui permettent notamment les usages commerciaux. Ouais. Et le quatrième point, c'est d'avoir accès aux données dans leur plus forte précision. Et je pense que c'est un point qu'on oublie tout le temps. C'est-à-dire que, en gros, on présente un peu l'open data comme l'open bar. C'est-à-dire, on vous met à disposition des données, servez-vous, faites-en ce que vous voulez. Mais il y a aussi cette idée d'avoir accès aux données dans leur plus fort niveau de précision. Existant. C'est pareil, voilà, dont on dispose dans le plus grand niveau de précision. Pendant longtemps, par exemple, on prend les accidents de la route. On avait le nombre d'accidents, je sais pas, à vélo, par an, dans une commune. Là, ce qu'on a accès maintenant depuis 2010 avec la base des accidents corporels de la circulation que publie le ministère de l'Intérieur, on a accès à pour chaque accident, on a les caractéristiques des véhicules, la météo, la localisation précise, on a le type de véhicule impliqué, les conséquences pour les victimes. Ça permet de faire plein de calculs, ça permet d'aller regarder dans sa rue où ont lieu les accidents, ça a servi, ça j'en parle dès l'intro, peut-être qu'on en reparlera, à l'association 40 millions d'automobilistes pour se mobiliser contre le passage à 80 km/h. Ça change complètement la donne en fait, d'avoir accès aux données dans leur plus grand niveau de précision. On peut parler aussi par exemple des diagnostics de performance énergétique, on a accès à tous les diagnostics de performance énergétique qui sont faits en France. Ça permet de faire plein d'études et donc cet aspect-là sur la granularité, ce qu'on appelle la granularité ou le niveau de précision des données, avoir accès aux données dans leur plus grand niveau de précision, c'est essentiel. Et ça, c'est donc les grands principes, une ouverture complète, une ouverture à la fois d'un point de vue juridique, donc avec les licences, d'un point de vue technique avec les formats, et avoir accès aux données dans leur plus grand niveau de précision. Donc alors, ça, c'est ma deuxième date. Ouais. Et la troisième, je vais la faire vite, c'est en 2016, l'élaboration d'une charte internationale de l'open data qui en fait a stabilisé ces grands principes, mais qui a aussi leur a fixé des objectifs un peu plus politiques, parce que la grande faiblesse de ces principes dits de Sébastopol, c'est qu'ils s'intéressent plutôt au format, aux conditions d'ouverture, mais pas forcément au contenu des données. Y a des chercheurs qui ont fait un peu sur le ton de la blague, en note de bas de page, un article qui m'a fait beaucoup marrer. C'était de dire que la Corée du Nord pourrait publier toutes les données de sa propagande en open data sans que ça contribue pour rien à la transparence et l'accountability d'un régime qui est totalement fermé. Et c'est vrai que les principes de l'open data, par défaut, ils vont pas regarder le contenu des données. Donc là, ils ont commencé à introduire l'idée que
l'ouverture des données doit renforcer la participation citoyenne et la transparence, c'est le premier objectif, et doit favoriser un développement inclusif en partant du principe que dès lors que les données sont accessibles à tout le monde, ça permet à plus d'acteurs de s'en saisir, là où les géants du numérique, s'ils veulent avoir accès à des données, et ça on l'a bien vu sur les données de transport en région parisienne il y a longtemps, s'ils veulent avoir accès aux données, ils y ont accès. Et donc là, en fait, ça permet de laisser plus d'acteurs accéder aux données. Ouais, très bien. Bon, là, on a fait une bonne première introduction au sujet. Je vois que Jérôme est satisfait. Il est pleinement conscient de ce que c'est que désormais l'open data. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Alors, une petite pause très locale, puisque on va écouter une chanteuse du 18e arrondissement, parce qu'on a une convention particulière avec l'Arcom. On doit faire du local, donc on fait du local dans cette radio. On va écouter Victoria Flavian qui nous chante Cheers. De minuit au garde à vous, je sers les hommes à volonté, pompiers, militaires, policiers, y en a pour tout le monde, pas de jaloux. Les mêmes disquettes qui tournent en boucle, à chaque tournée ça part en... Salut bébé, c'est quoi ton nom? File-moi ton snap, t'es trop jolie. Avec mon rhum et mon whisky, je prendrai ton cul sur un plateau. Pardon, c'est peut-être un peu vulgaire, fais pas cette tête, c'est juste une blague. Et putain, j'ai pas vu l'heure, bon je vais danser à plus mon cœur. Cheers, petit shot derrière le bar, un sourire et ça repart. Je serre les pantées pures à toute la faune de Pigalle, à des porcs infatigables qui me prennent pour une. Un soir de plus et rien ne m'étonne. Je sers les hommes à volonté, verse les alcools sans compter, les mains qui traînent sur le comptoir. Celle qui t'attrape sans désarroi et qui t'attrape histoire de... Salut, je sais pas si tu te souviens, j'étais au bar avec mes potes hier soir. J'étais bien cramé et un peu relou, désolé, c'est pas trop une excuse mais bon. Ça arrive, tu comprends, j'espère, en tout cas merci pour la bière. Cheers, petit shot derrière le bar, un sourire et ça repart. Je serre les pantées pures à toute la faune de Pigalle, à des porcs infatigables qui me prennent pour une pute. Merci Victoria Flavian. C'était Cheers. Vous êtes toujours sur Cause Commune en FM, sur 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré au grand tour d'horizon sur l'open data avec Samuel Goetta, l'auteur de Open Data et les données de la démocratie, le livre de référence sur le sujet. Samuel, juste avant la coupure, on parlait effectivement des grands principes de l'open data et le fait quand même qu'il fallait que la donnée ait un contenu qui aille dans le sens de la transparence, dans le sens de la participation, dans le sens des grandes valeurs finalement démocratiques. Et du coup, vis-à-vis de la... Désolée de vous couper, j'ai une question pour l'invité. Ah oui, alors je voulais expliquer en antenne, hein, Samuel, c'est Elisa, notre co-animatrice IA. Oui, Elisa, vous avez une question ? Quelle liberté fondamentale, nous, les IA, devons-nous absolument protéger ? Que vous avez une idée sur la question, Samuel ? Ouais, je pense que j'ai une idée. Ouais, le droit d'accès aux documents administratifs, en fait, ce principe de droit d'accès, je dirais qu'à un moment, il devrait s'appliquer sur les IA et on devrait savoir avec quelles données elles ont été entraînées. Ah, et la source. Et actuellement, il y a un débat intéressant sur les modèles ouverts qui va pas très loin parce qu'en fait, l'IA Act essaye d'enlever certaines obligations aux modèles ouverts, mais on ne sait pas comment ils ont été entraînés, renforcés. Et donc, je pense qu'on devrait s'inspirer du droit d'accès pour demander aux acteurs avec quelles données ils ont entraîné leurs IA. Ça leur permettrait de dévoiler un peu leur cuisine, pas forcément toujours très propre. Oui, puis encore faut-il qu'ils soient en capacité de le faire, parce que de ce qu'on comprend, certains modèles, une fois entraînés, c'est difficile de détricoter les sources. On a aussi parlé dans les grands principes et dans la grande introduction des licences. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'une licence et en quoi ça s'applique à l'open data ? Alors une licence, c'est le texte un peu standardisé qui va résumer quels sont les droits
de l'usager et ses devoirs vis-à-vis d'un contenu qui est publié. Donc le cas le plus classique, c'est Creative Commons, qui existe maintenant depuis 15-20 ans, qui vous permet d'accéder à des œuvres culturelles, mais pas que, et de savoir si vous avez le droit de les repartager. Parfois, vous avez un certain nombre de clauses qui s'appliquent. Les licences dans l'open data sont inspirées de celles de Creative Commons. Donc la plus courante, c'est ce qu'on appelle la licence ouverte, qui est à peu près l'équivalent de la licence CC BY, Creative Commons BY. Donc on doit citer la source, qui est un peu la base quand on utilise des données, sinon c'est un peu de la manipulation. Ouais. Et l'autre licence qui est admise en général dans l'open data, c'est celle qu'on peut appeler CC BY SA, SA comme share alike, qui est traduit en général pour les bases de données. On utilise une autre licence qui s'appelle ODBL, Open Database License, qui est plus inspirée du mouvement des communs et qui est celle utilisée notamment par la ville de Paris, et qui permet en fait quand on réutilise des données, dès qu'on fait une réutilisation publique, on va repartager les données qui ont été retransformées avec la même licence. Ça s'applique notamment pas mal sur les données de transport. Et Google Maps, si vous regardez, alors il faut vraiment être très fort pour trouver dans les conditions, dans les conditions en bas de la carte, pour voir que Google Maps repartage les données d'Île-de-France Mobilité, il me semble que c'est ça, avec Île-de-France Mobilité, toutes les améliorations qui sont faites en application de la licence ODBL sont repartagées. Donc par exemple, si un cas classique, c'est si vous avez un fichier dans lequel vous avez des adresses mais pas des coordonnées géographiques. Le meilleur exemple, c'est celui de la base des accidents de la circulation du ministère de l'Intérieur. Où parfois, vous avez certains accidents qui sont référencés au 43e kilomètre de la RD9. Là, en fait, ça a une grosse plus-value si les gens repartagent avec les coordonnées géographiques, parce que par défaut, le ministère de l'Intérieur ne partage pas avec les coordonnées géographiques. Avec ça le sert à tout le monde d'avoir accès à cette info. Le XY GPS. Mais du coup, par rapport à ça, vous parliez de Google Maps. Est-ce qu'on peut pas se dire aussi qu'on a été un petit peu naïf en open data, quand même, qu'on a publié beaucoup de données dans des licences qui étaient très ouvertes et qui permettaient justement aux grands acteurs numériques de récupérer la donnée, d'en faire un service, voire un service commercial. Et que derrière, ils n'étaient pas trop empêchés, ou ils n'avaient pas trop d'obligations vis-à-vis de cette donnée, et participaient pas trop justement à la création d'un commun. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'on était naïfs? Moi, je pense que j'ai vu pas mal d'acteurs essayer d'inventer des licences. Là, il y en a eu une récemment sur les données de mobilité qui demandait de respecter les schémas directeurs. Il y a une licence mobilité qui a été publiée. Le risque, en fait, c'est de créer des usines à gaz. Et c'est un peu ce qu'on a vu là sur les données de mobilité, parce que en fait, demander à tous les acteurs de devoir connaître la politique de mobilité de chaque territoire et vérifier que ça applique bien la politique de mobilité. La politique de mobilité d'un territoire, c'est très compliqué à comprendre. Ça demande de lire quand même des documents qui sont extrêmement complexes. Les schémas, donc déjà, les licences qui sont utilisées, elles ont quand même le mérite de la simplicité. Ça, c'est le premier argument. Je dirais que le deuxième argument, c'est quand même la licence EDBL, elle permet quand même de contraindre les usagers. Elle permet quand même elle impose quand même ce devoir de redistribution des données, donc elle permet quand même d'éviter une pure appropriation. Après, il y a l'argument aussi de base de l'open data, qui est de dire que c'est financé par nos impôts, donc c'est ouvert et libre, quoi, déjà. Donc ça devrait être ouvert parce que c'est déjà financé, donc et que ça peut créer plus de valeur que ce qui était le modèle précédent, qui était celui de la redevance, qui était de faire payer pour accéder aux données. Et après, je pense qu'il y a quand même un intérêt. Moi, je vois des acteurs, les géants du numérique, ils seront bons aussi pour faire des accords exclusifs. C'est ce qu'a essayé de faire Waze avec pas mal de territoires, où ils sont venus en faisant des conventions d'échange de données, où ils ont dit on vous file des données sur les embouteillages, sur la circulation, en échange vous nous donnez des données sur les travaux. Ce qu'ont fait quelques territoires qui avaient vraiment une stratégie data bien avancée, c'est de dire on va mettre en open data les données dont vous avez besoin à Waze, on va récupérer en échange les données que vous allez nous filer, mais on les met en open data pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et ça me paraît essentiel parce que ça évite un peu l'abus de position dominante que fait Waze avec pas mal de territoires qui sont moins acculturés. C'est-à-dire que, en fait, s'ils font des échanges exclusifs, ça empêche tout autre acteur de proposer des services alternatifs. Et ça ne nous met pas sur un pied d'égalité, ce qui même du point de vue des principes du service public est assez contradictoire. Et ça, Waze l'accepte de rentrer dans des logiques un peu différentes de celles qu'elle souhaite imposer au départ, quoi.
Bah, du moins qu'ils ont accès à la donnée, ça va, mais je pense que ce que devraient faire les acteurs, c'est la mettre en open data, parce que ça permet de mettre les acteurs sur un pied d'égalité. Ouais. Et alors, si on devait vraiment rapidement réexpliquer pourquoi c'est important et pourquoi il y a vraiment un lien entre open data et IA, qu'est-ce qu'on pourrait expliquer sur cette liaison? Ouais, alors ça, j'en parle pas mal dans le livre, et notamment, si vous pouvez le lire aussi dans l'extrait qu'on peut lire sur le site de mon éditeur, page 46. Très bien. Comme ça, c'est très précis, mais voilà, c'est en ligne et tout le monde peut le lire, cette partie-là. Bah, déjà, en fait, moi, la référence que j'invite tout le monde à lire, c'est le contre-atlas de l'intelligence artificielle de Kate Crawford, qui explique que, dans son chapitre sur la data, que l'industrie de l'IA s'est appuyée sur la capture massive de données. Et au début, c'était compliqué dans les années 80 de trouver des données, et ils sont appuyés sur beaucoup de données publiques. Par exemple, Kate Crawford, dans son livre, montre comment IBM s'était appuyé sur les données de son propre procès. Donc, il y a un gros procès IBM, ils ont pu récupérer les données, parce qu'aux États-Unis, le cadre est un peu différent, je l'explique, pour entraîner des modèles de langage. Il y a eu aussi toutes les données de traduction, notamment de l'Union européenne. Le Parlement européen est le meilleur fournisseur qui existe de données multilingues, multilingues, c'est-à-dire que ça n'existe pas l'équivalent dans le monde. Vous avez des séances à peu près tous les jours qui sont traduites dans toutes les langues de l'Union européenne, retranscrites et traduites. Donc c'est un volume de données qui est monstrueux. Et un des acteurs qu'on connaît de l'IA qui est très connu, qui est DeepL, découle de Lingui, et Lingui, si vous l'utilisez, s'appuie énormément sur les sources de l'Union européenne. Donc déjà, le lien, il vient de là. C'est-à-dire que beaucoup de modèles ont été entraînés avec des données publiques. Les données publiques ont beaucoup servi, en particulier les données non structurées. Ce qui était un peu hors du spectre quand dans les projets d'open data, en général, on allait plutôt s'intéresser à des données structurées, donc des données tabulaires, des données géographiques. Les données non structurées, ça va être des corpus de texte, ça va être des corpus d'images, des corpus de vidéos. Donc ces données-là, elles ont beaucoup servi à l'entraînement des modèles. Aussi, le lien entre open data et IA, c'est que la communauté des chercheurs en IA a mis à disposition de nombreuses bases de données en open data pour stimuler la recherche et optimiser les techniques d'apprentissage. Et donc, par exemple, vous allez sur un site comme kaggle.com, vous avez énormément de jeux de données qui peuvent servir à faire de l'entraînement de modèles. Et ChatGPT s'est appuyé sur un de ces jeux de données ouverts qui s'appelle Common Crawl, qui est assez connu. Oui. Common Crawl, c'est un peu, si vous voulez, une version réduite de la base de données qu'utilise Google dans son moteur de recherche. Un crawl, c'est vraiment l'aspiration du web. Alors Common Crawl, c'est un projet qui est un peu controversé. Je vous invite à lire, il y a une étude de Mozilla là-dessus qui entre un peu dans le détail de Common Crawl. On mettra en descriptif de l'épisode toutes ces références que vous citez. Qui est assez passionnante, cette étude. Common Crawl, en fait, ils aspirent plein de contenus en partant du principe que c'était du fair use, donc ils mettent un usage un peu toléré, ils mettent y compris des données qui sont copyrightées ou des données qui peuvent contenir des contenus d'incitation à la haine, des contenus qui posent problème. Et Common Crawl, c'est en open data et ça a servi à l'entraînement de ChatGPT. Donc, c'est-à-dire que 60% du corpus qui a été utilisé pour l'entraînement de GPT-3 vient de Common Crawl. Une autre partie vient des livres et l'autre, ils ont utilisé Reddit. Et puis, il y a un gros travail derrière de sélection dans Common Crawl des données qui sont les plus appropriées. Et donc, en fait, il y a beaucoup de données en open data qui servent à l'entraînement de ces modèles-là. Au point même que ça a développé des modèles ouverts, et donc là on parle beaucoup en ce moment des modèles ouverts, des modèles d'IA ouverts, et les modèles d'IA ouverts commencent à avoir un avantage, comme on voit un peu sur la génération d'images, commencent à avoir un avantage assez fort sur les modèles fermés. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu parler d'open data aujourd'hui dans Parlez-moi d'IA. Écoutez, Samuel, c'est déjà la fin de notre premier épisode. Oui, ça va très vite. C'est le moment de conclure. Merci déjà pour cette première exploration, cette première introduction à l'open data. On va se retrouver pour un deuxième épisode, donc la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra bien en fonction de ça. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune, et puis on se retrouve très bientôt. Déjà, merci beaucoup pour ce premier partage, Samuel. Merci beaucoup.